grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba, le grand dialogue. Les élections auront lieu aux dates indiquées, assure le gouvernement malien, mais ce discours ne rassure pas certains Maliens, surtout avec le référendum prévu en mars prochain selon le chronogramme électoral. Ce chronogramme peut-il donc être maintenu, respecté? Comment ça se fera? Qu'est-ce qui est fait à ce stade par rapport à l'organisation des futures élections? Le grand dialogue de Studio Tamani réfléchit sur ces questions avec des réactions du gouvernement et de l'EDJ. Nos invités sont Sékou Niamé Bathily, membre du parti RPM, Dr Ibrahima Sango, président de Modèle Mali. Je suis Mohamedou Touré. Je souligne que nous avons tenté de compter parmi nos invités un membre de l'EDJ, mais nos tentatives sont restées vaines. Je le disais tout de suite, des élections sont prévues au Mali, notamment à partir de mars prochain, le référendum. On va donc écouter Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, au micro de notre reporter Moussa Malé Sissoko. Forcément, les élections auront lieu. Parce que je voudrais ici rappeler que le retour à l'ordre constitutionnel demeure une vision cardinale de son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Maintenant, concernant les dates, je voudrais aussi rappeler que les dates ont été proposées par un chronogramme. Le chronogramme est un document de planification. Aujourd'hui, nous sommes à l'EDJ, qui se met en place. C'est avec une grande satisfaction aujourd'hui qu'on voit que l'EDJ n'est pas qu'une vue d'esprit, c'est une réalité. Ouais, c'est des locaux très appropriés. Le collège de l'EDJ travaille dans des conditions optimales. Tant s'il y a des modifications, s'il y a des annonces à faire, je pense que nous vous reviendrons après avoir échangé longuement avec l'EDJ et avec l'autorisation de nos plus hautes autorités. Le chronogramme est un document de planification. S'il y a des modifications, nous vous reviendrons, vient de dire tout de suite colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État. Alors, Sékou Niamé Bathily, est-ce que ce discours vous rassure, vous, par rapport à la tenue des prochaines élections? En tout cas, moi, j'ai des lectures de cette intervention du ministre d'État. C'est au tout début, ça me rassurait un peu, mais par la fin, j'ai vu que le ministre lui-même s'embrouille dans ce qu'il dit, parce qu'il a commencé par dire que les élections auront lieu et aussi rappeler que le retour à l'ordre constitutionnel est un objectif bien défini par les autorités de la transition. Et par la suite aussi, le ministre d'État rappelle que le chronogramme est indicatif. Il a parlé de planification, donc ce qui peut aussi mettre un peu en doute la tenue de ces dates-là qui sont inscrites, contenues dans ces chronogrammes-là. Et par la suite, M. le ministre dit aussi que les locaux sont appropriés par rapport à l'EDJ. Je me dis que ce n'est pas les locaux qui font les élections. L'EDJ, ce n'est pas que des locaux appropriés. Il s'agit aussi de mettre en place le démembrement de l'EDJ sur l'étendue du territoire national. Mais il souligne également que l'EDJ travaille dans des conditions bonnes. Oui, conditions bonnes. Il n'y a qu'actuellement le niveau national de l'EDJ qui est mis en place. Qui a été installé par le président de la transition le 15 janvier dernier. Donc on ne peut pas parler de conditions optimales pour le moment, puisque au niveau des démembrements, il faut aussi la ressource, des ressources humaines là-bas. Donc c'est pourquoi je dis que ce n'est pas les locaux qui font les élections, mais ce sont des hommes et des matériels aussi. Mais en tant que parti politique, est-ce que vous avez des informations sur les raisons pour lesquelles ces démembrements ne sont toujours pas encore mis en place? Même l'EDJ dont nous parlons au niveau national a été mise en place dans une violation de la loi électorale, en son article 7, nous l'avons rappelé à l'époque. Donc moi je me dis aujourd'hui, seules les autorités, elles savent actuellement
ce qui bloque le processus à ce niveau. On ne peut pas jeter cette faute-là aux partis politiques puisque nous ne sommes pas associés à tout ce qui se passe actuellement. Nous sommes devenus des observateurs, mais nous faisons aussi des alertes pour que les autorités sachent que nous sommes en train d'accuser un retard dans la mise en œuvre du chronogramme. Moi, je voudrais bien que les ministres se rappellent bien des conditions dans lesquelles nous avons accepté ce chronogramme-là. C'était des sanctions qui assiégeaient le peuple malien à l'époque et la classe politique à l'interne. Nous nous sommes convenus avec la société civile à accepter ces chronogrammes-là pendant qu'à l'époque, nous avions beaucoup de réserves par rapport au chronogramme, mais nous avons accepté en l'État pour permettre la levée des sanctions de la CEDEAO sur le peuple malien. Que les ministres se rappellent de cela. Que les ministres se rappellent aussi que... Vous avez accepté le calendrier pour... Uniquement pour la lever. Sinon, pour la levée des sanctions. On avait tellement de réserves par rapport à ces chronogrammes-là. Imaginez, M. Touré organiser 5 scrutins en une année. À l'époque, nous, on l'avait alerté par rapport à ça. C'était très, très difficile. Mais comme il s'agissait de la levée des sanctions qui assiégeaient le peuple malien, donc nous avons accepté ces chronogrammes. Et la veille, une délégation de la CEDEAO est venue au Mali. Et aussi, la délégation a constaté sur le terrain qu'il y a une entente autour du chronogramme. C'était l'objectif visé de la classe politique. Je voudrais bien que les ministres se rappellent aussi que c'est grâce à... Une question aujourd'hui. Est-ce que vous gardez espoir par rapport à la tenue de ces élections aux dates indiquées sur le chronogramme, notamment le référendum qui est prévu en mars? Les doutes commencent à s'installer. Mais nous prenons les ministres au mot, parce qu'il dit que les élections auront lieu. Nous les prenons au mot. Mais moi, je voudrais bien les rappeler que c'est à cause du non-respect des engagements pris que le peuple malien a, de façon injuste, subi un embargo de 6 mois. Donc que les autorités se rappellent de cela et que les autorités fassent tout pour tenir leur engagement par rapport à ces chronogrammes-là pour ne pas engager notre pays dans d'autres aventures, en tout cas très douteuses. Est-ce que la société civile, elle, est rassurée par rapport à la tenue de ces élections aux dates indiquées? On va demander à un de ses représentants, Dr Ibrahima Sango, président de Modèle Mali. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Je pense que le chronogramme est irréaliste. Irréaliste? Irréaliste. Je prends le chronogramme. 19 mars, on a dit c'est le référendum constitutionnel. Ce n'est pas possible, parce que 6 mois avant, les démembrements doivent être en place. Ils ne sont pas en place. À 2 mois du 19 mars, les démembrements ne sont pas en place, donc il n'y aura pas d'élection en mars par rapport au référendum. Le référendum peut être décalé au mois de juin. Même si le mois de juin, on a le référendum, en espérant que les démembrements soient en place, ce qui n'est pas le cas aussi, parce que le président de l'EJ dit qu'ils attendent le découpage territorial pour mettre en place le démembrement de l'EJ. Or, l'Assemblée, le CNT, le Conseil national de transition aujourd'hui est en vacances, si je m'abuse. Ils doivent commencer en avril, même s'il y a une session extraordinaire. Ils vont faire au moins un mois pour se plancher sur le découpage territorial. Donc, on est en février. Imaginons qu'en mars-avril, le CNT se prononce sur le découpage territorial. Donc, si en mars-avril, le CNT se prononce, à partir d'avril, il faut compter 6 mois pour que l'EJ mette en place ces démembrements. Et 6 mois après... Pourtant, les communales sont prévues en juin. Non, ce n'est pas possible. Donc c'est ça, techniquement, ce n'est pas possible. Donc, 6 mois après avril, les démembrements seront en place. Et 6 mois après avril, on pourra faire le référendum. Maintenant, si on fait le référendum, il y a la relecture des textes qui doit suivre. Parce que l'avant-projet de constitution parle de... Je souligne qu'à partir d'avril, 6 mois, c'est déjà octobre. Octobre. Donc, octobre, il va falloir faire la relecture des textes. Si en octobre, il y a le référendum, en novembre, le texte du référendum va être promulgué par le président de la transition, donc, il va falloir relire les textes. Parce que le texte de la Constitution actuelle passe. L'article 96 de l'avant-projet dit qu'il faut modifier le mode de scrutin des députés. Aujourd'hui, c'est le scrutin majoritaire, à 2 tours. Maintenant, on a introduit le scrutin majoritaire, le scrutin proportionnel, le scrutin mixte.
Donc il faut relire la loi électorale. Il faut relire la loi organique des députés. Ensuite, quand on voit pour la présidentielle, l'article 48 de la Constitution dit, de l'avant-projet de Constitution dit que le second tour pour, la présidentielle, quand il y a 20 candidats, qu'il y a 2 finalistes, donc c'est après la promulgation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle que 3 semaines après, il y a le deuxième tour. Or, l'état actuel, c'est quoi? C'est 2 semaines entre le premier tour et le deuxième tour. Donc, obligatoirement, on va relire la loi électorale. Obligatoirement, on va relire la loi organique des députés. Obligatoirement, on va relire le code des collectivités territoriales. Si on planche sur le code des collectivités territoriales, ça veut dire qu'il y a un temps de relecture des textes. Donc, référendum, c'est possible, présidentiel c'est possible, législatif c'est possible, mais les autres, il faut les écarter. Parce qu'en fait, il y a 6 grandes élections. Il y a le référendum constitutionnel, il y a les élections communales, ça c'est deuxième. Il y a les élections des conseils de cercle et les élections des conseils régionaux. Parce que tout ça, c'est des scrutins suffrage universel direct. Donc après, il y a les élections législatives et il y a l'élection présidentielle. Donc 6 grandes élections, c'est pas possible. Et on l'a dit, c'est l'EJ qui doit donner un chronogramme. Moi, je serais heureux d'entendre le président de l'EJ aujourd'hui se prononcer sur le chronogramme électoral. Ce n'est plus au gouvernement d'organiser les élections en République du Mali, suivant la loi de juin 2022. Il appartient à l'EJ de nous dire qu'est-ce qui est possible. Parce que c'est l'EJ qui a la gestion des élections. Le gouvernement aide l'EJ, mais le gouvernement ne peut pas se mettre à la place de l'EJ. Or, on a l'impression actuellement que le ministre de l'administration territoriale est en train de se mettre à la place de l'EJ. Il n'est pas l'EJ, il n'organise pas les élections. C'est l'EJ qui doit organiser les élections. Et donc, c'est le président de l'EJ qui doit nous dire quelles sont les élections qui seront faites, quel est le chronogramme final qui sera retenu, pour qu'on puisse sortir de la transition. Sinon, à l'allure où on va dépasser la transition. Et techniquement, ce n'est pas possible. Alors, Sékou Niamé Bathily estime que lui, il garde espoir et vous estimez que ce chronogramme, son maintien est irréaliste avec les 6 élections à partir du 19 mars prochain pour le référendum. On va encore écouter Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, toujours concernant ces élections. Vous savez, le fait que les partis politiques ne soient pas d'accord avec l'EJ, honnêtement, constitue un bon indicateur pour la démocratie. Et l'unanimité n'est pas une bonne chose. Nous sommes dans une démocratie, qui a des voix dissonantes, c'est toujours une bonne chose. Mais je voudrais aussi rappeler que l'EJ elle-même résulte d'une demande du peuple. Ça fait très très longtemps que les Maliens ont toujours réclamé un organe unique et indépendant de gestion des élections. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Pour moi, c'est le seul facteur de succès à regarder. Maintenant, les partis qui ne sont pas d'accord, qui ont des préoccupations, nous allons continuer à leur expliquer que l'EJ est un organe très vital, très capital pour l'organisation des prochains scrutins, afin justement d'éviter tout contentieux ou tout conflit post-électoral. Nous ne nous lasserons jamais de leur expliquer par pédagogie, on l'a toujours fait, nous allons continuer à le faire, en leur expliquant toujours que c'est ce qu'il nous faut, en tout cas dans le contexte dans lequel nous sommes. Et je suis convaincu que le collège de l'EJ, composé d'hommes et de femmes très compétents, qui ont une expérience très avérée dans l'organisation des élections, ils verront dans les prochains jours que, de par leur manière de faire, je suis sûr qu'ils changeront de position. Docteur Ibrahima Sango l'a souligné, le ministère de l'administration territoriale ne doit pas organiser les élections, doit soutenir le processus d'organisation. C'est l'EJ qui doit l'organiser, mais le ministre lui-même vient de le souligner. Certains partis politiques ne sont pas d'accord avec cette mise en place de l'EJ. Est-ce le cas du RPM, Sékou Niamé Bathily? Oui, le RPM se retrouve dans le cadre des partis de regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel. Notre position a toujours été la même. L'EJ, en le mettant en place, la loi électorale a été violée. C'est pourquoi en écoutant le ministre d'État tout de suite, c'est bis repetitita. Parce que moi, je l'ai rencontré lorsque j'étais dans la délégation du cadre. C'est les mêmes propos apparemment qu'il a tenus. On n'explique pas aux partis politiques l'utilité de l'EJ. Moi, je rappelle que c'était l'une des demandes fortes de la classe politique malienne et de la société civile. Donc, nous connaissons déjà l'utilité de l'EJ.
Mais ce que nous dénonçons, c'est la violation de la loi. Ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de nous expliquer pourquoi c'est utile, pourquoi c'est important ou autre. Non. Nous le savons déjà et nous avons opté pour cela et nous sommes d'accord pour l'AES, mais pas dans sa composition actuelle parce que la loi a été violée pour mettre l'AES en place à travers un tirage au sort. Les modalités de désignation, nous l'avons déterminé, nous, partis politiques, lors d'une rencontre avec les ministères. Le fait majoritaire n'a pas été respecté, qui était de prendre les 4 représentants des partis politiques parmi les regroupements des partis politiques. Au Mali, on n'a pas plus de 8-9 regroupements. On pouvait demander à ces regroupements d'envoyer des dossiers et faire le dépouillement et tirer 4. Mais ça n'a pas été fait. 6 partis politiques ont demandé le tirage au sort et le ministère a opté pour le tirage au sort. Donc pour moi, il ne s'agit pas de nous dire l'utilité de l'aide. Imaginez un peu. Avoir les soucis de mettre en place un organe unique de gestion des élections au Mali, c'est pour minimiser les crises post-électorales. Avec l'AES actuellement, la composition que nous avons, ceux qui représentent les partis politiques aujourd'hui dans l'AES, moi je ne vois pas un seul parti politique dans les futures élections présidentielles à venir qui va présenter un candidat. Je ne les vois pas. Parmi ces partis qui sont dans l'AES, ils sont censés représenter la classe politique. Or, si c'est les partis qui présenteront des candidats aux élections présidentielles, s'ils ne sont représentés nulle part dans le processus... Mais avez-vous cette garantie que ces partis ne vont pas présenter des candidats ou que d'autres partis vont le présenter? Mais la question que je vais poser directement, qui est une autre question, c'est aujourd'hui, vu que cette aide est déjà mise en place, est-ce que le RPM et les autres partis qui estiment que la loi a été violée ont passé ce cap et continuent d'accompagner l'aide pour l'organisation d'élections crédibles? Nous avons pris acte. Nous avons alerté. Maintenant, les conséquences là, c'est les autorités elles-mêmes qui géreront les conséquences. Nous avons des craintes par rapport à une crise préélectorale d'abord. Nous ne le souhaitons pas pour notre pays. C'est pourquoi nous avons toujours demandé un grand consensus dans la prise de décision. Consensus ne veut pas dire être dans le gouvernement. Consensus ne veut pas dire être dans les CNT. Mais consensus, c'est le fait de nous associer dans la prise de décision à travers des rencontres, de ne pas nous mettre devant les faits accomplis. C'est ça le consensus. Mais n'est-ce pas les Maliens de façon générale qui vont supporter, assumer les conséquences et même, vous l'avez souligné vous, le chronogramme électoral, vous faites partie, votre parti, des partis qui l'ont accepté tout simplement pour éviter les sanctions de la CEDEAO. Maintenant, si ce chronogramme n'est pas tenable, est-ce que vous n'assumez pas les conséquences au même titre que le gouvernement? Puisque nous sommes Maliens. Nous avons été Maliens avant d'être parti politique, avant d'être militants d'un quelconque parti politique. Donc, toutes les conséquences cela va découler, et bien sûr que nous sommes aussi acteurs du processus, même si nous sommes une classe politique qui a été mise à l'écart pour un moment, mais nous sommes des Maliens d'abord, nous sommes des citoyens d'abord. Donc nous sommes concernés par les conséquences. C'est pourquoi moi j'ai dit nous avons pris acte. Ça voudrait dire quoi? Nous sommes prêts maintenant à aller vers l'avant. Mais aller vers l'avant aussi, c'est aller vers le respect de ce chronogramme-là. C'est un peu déchargé, parce que depuis le début de la transition, nous avons dit que la transition doit avoir 3 objectifs. Le minimum de sécurité pour le peuple malien, ça c'est compris dedans la sécurisation des élections, aussi les réformes nécessaires allant vers la fin de la transition et l'organisation d'élections qui sanctionneront cette transition. Et nous parlons de ces élections. Je vais donner la parole à Dr Ibrahima Sango. Tout de suite, le ministre disait que l'unanimité n'est pas une bonne chose, en faisant référence à certains partis politiques qui ne sont pas d'accord avec la façon dont l'aide a été mise en place. Est-ce que vous pensez que cela peut poser problème par rapport à la crédibilité des actions qui vont être posées par l'aide? Ça va causer beaucoup de problèmes, à notre avis. D'abord, la loi a été violée. Vous savez, quand on fait un retour en arrière, l'époque Ibeka, on a toujours dit la loi a été violée, la loi a été violée. Et on a vu la fin de cette époque. Donc, un gouvernement
ne peut pas prendre une loi et puis se faire le plaisir de violer cette loi. Quand on voit l'EJ au niveau national, la composition, sur les 15 membres, le président de la transition a nommé 10 sur les 15 membres. Et comment il a nommé 10 ? C'est 3 qui doivent nommer, il les a nommés. Et pour les partis politiques, ils ont fait un tirage au sort de 8 personnes. Le président a nommé 4. Et pour les membres de la société civile, ils ont fait un tirage au sort de 6 personnes. Le président a nommé 3. Donc le président, à lui seul, a nommé 10 parmi les 15 membres de l'EJ. Où est l'autorité? C'est nommé ou c'est le tirage au sort? Non, c'est le président qui les a nommés. Parce que la loi a été violée. L'article 7 de la loi dit que les partis politiques et la société civile vont désigner des membres selon leurs modalités propres à eux. Donc si les partis politiques disent c'est comme ça que nous voulons nommer nos gens, ils les nomment et ils envoient les noms, les 4 noms. Si la société civile veut appliquer ses modalités, elle fait ses modalités et puis elle envoie les 3 noms. Mais le ministre de l'administration territoriale s'est substitué aux partis politiques, s'est substitué aux organisations de la société civile pour faire un tirage au sort. Ce qui est une violation de la loi. Nous, on l'a dénoncé à plusieurs reprises. Et on a dit, en tant qu'organisation de la société civile, nous n'avons pas voulu participer à ce tirage au sort. Aujourd'hui, l'EJ n'est même pas représentative de la classe politique et de la société civile. Et c'est ça le problème. Maintenant, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que même par rapport à la mise en place des démembrements, ça va poser problème. Parce que les grands partis qui existent au Mali et qui ne sont pas au niveau national, et ça va être difficile que ces partis soient dans les démembrements de l'EJ. Et c'est l'EJ qui doit gérer les élections et proclamer les résultats. Si l'EJ proclame les résultats, cette composition de l'EJ proclame les résultats, les partis politiques risquent de dire on n'est pas d'accord, c'est pas ça. Et aujourd'hui, quand on voit aussi l'EJ qui est en train d'évoluer, on ne sent pas l'EJ en tant qu'organe de gestion des élections. On sent plutôt le ministère de l'administration territoriale, mais l'EJ trouve de la peine à s'affirmer. Même si on dit qu'il y a des gens là-dedans qui ont une expérience, en tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas vu de l'expérience. Parce que c'est l'EJ qui a la gestion des élections, c'est l'EJ qui doit donner un nouveau chronogramme, différent du chronogramme donné par le gouvernement depuis 2022, on ne voit pas. Le démarrement, quand le président de l'EJ dit qu'on attend comment on appelle ça, les découpages territoriaux pour mettre en place des démembrements de l'EJ, ça pose problème. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'aller dans le respect du chronogramme et cela doit interpeller forcément les partis politiques aussi parce qu'avec ce rythme, on n'est pas sûr qu'en 2024, on va finir avec la transition. Et où en sommes-nous donc avec le processus d'organisation? Hier, une réunion du comité de pilotage, référendum et élection générale s'est tenue. On va écouter le président de l'EJ, Maître Moustapha Cissé. Ses propos sont recueillis par Moussa Malé Sissoko. Les actions en cours pour le recrutement des chefs de département par voie d'appel à candidature et le déploiement prochain du personnel de l'ex-délégation générale aux élections, aujourd'hui totalement absorbé par l'autorité indépendante de gestion des élections dont elle fait partie intégrante. Par ailleurs, je tiens à souligner que la mise à jour du fichier électoral est en cours. Nous continuons à réceptionner les tableaux rectificatifs issus de la révision des listes électorales de 2022 et les opérations de saisie ont déjà débuté. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, au titre de la mise en place des coordinations de l'EJ, il a lieu de signaler quelques contraintes liées à la perspective de l'adoption par le CNT de la loi relative à la réorganisation territoriale. Nous attendons l'effectivité de cette nouvelle configuration territoriale pour la mise en place de toutes les coordinations de l'EJ ainsi que l'actualisation définitive du fichier électoral sur la base du nouveau découpage territorial. Excellence, Monsieur le ministre d'État, la réussite du référendum et des élections générales appelle sans nul doute à relever les défis dont, entre autres, le financement à temps, non seulement des dépenses de fonctionnement, mais aussi des dépenses relatives aux opérations référendaires et électorales. Le tout dans un cadre d'étroite collaboration entre tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Dr Ibrahima Sango, vous avez abordé certains des défis que Moustapha Cissé a soulignés dans ses propos. Et aujourd'hui, au-delà de cela, lui, il ajoute le financement. Est-ce que vous pensez que cela aussi va poser problème par rapport à l'organisation de ces élections-là? J'ai retenu 2 points dans son intervention. Un, par rapport au fichier électoral. Nous avons observé la révision annuelle des listes électorales du 1er octobre au 31 décembre. Et toute cette période de révision s'est faite en l'absence de démembrement de l'EJ. Or, la loi électorale dit qu'en année électorale, c'est les démembrements de l'EJ qui doivent superviser la révision annuelle des listes électorales. Donc, cela faut aussi faire partie des problèmes à venir. Il ne faut pas négliger. Mais est-ce que l'EJ elle-même dénonce cela?
Avez-vous entendu un communiqué, lu un communiqué ou entendu des propos qui dénoncent cela? Non, on n'a pas entendu parce qu'ils ne sont pas là. L'EJ, même au niveau national, a été installé par le président le 10 janvier. Or, la révision annuelle des listes électorales, c'était du 1er octobre au 31 décembre 2022. Et normalement, c'est l'EJ qui doit superviser la révision annuelle des listes électorales. Et la révision annuelle des listes électorales, c'est du domaine du ministère de l'administration territoriale. Ça veut dire que le fichier électoral que lui, président de l'EJ, est en train de dire qu'ils sont en train de faire, ils n'ont pas supervisé. Et quelle garantie on a sur la fiabilité du fichier électoral? Nous, par exemple, on a relevé beaucoup de choses qui manquent pour la fiabilité du fichier électoral, mais lui, ils sont en train de faire le fichier électoral. Donc ça pose problème. Et ça va poser problème dans l'avenir. Bon, on espère que les partis politiques vont accepter, mais ça peut poser problème. Par rapport au financement, c'est une question cruciale aussi, le financement. Parce que si l'EJ doit organiser les élections, si l'EJ doit faire le fichier électoral, l'EJ doit confectionner les cartes électorales, l'EJ doit mettre en place ces démembrements et subvenir à leurs besoins, et ça pose problème. Il faudrait que le gouvernement dise qu'est-ce qui est fait dans ce sens. C'est là où on attend le gouvernement. Sinon, par rapport aux élections, ça c'est du domaine de l'EJ. Et quand on prend le discours du président de l'EJ, on a l'impression que l'EJ n'est pas encore prête pour aller aux élections ou alors suivre le chronogramme électoral. L'EJ n'est pas... C'est l'impression que vous avez? C'est l'impression. Est-ce la même impression que vous avez, Sékou Niamé Bathily, que l'EJ n'est pas encore prête à aller vers des élections? Oui, bien sûr. À entendre aussi le président Maître Moustapha Cissé, lui-même, il décline d'énormes difficultés par rapport à la mise en œuvre de leur plan d'action. C'est clair. Et non seulement, moi, je pense que le projet de découpage dont il parle, le gouvernement peut-être doit abandonner ça. Parce que moi, j'ai toujours dit que ce projet de découpage-là peut être réalisé sous un autre président de la République après la transition, parce que ça peut poser d'énormes problèmes par rapport même à l'organisation des élections. Parce que s'il faut avoir tous ces nouveaux cercles, peut-être il n'y aura pas de création de nouvelles communes, et selon les projets que nous avons vus, il y aura quand même de nouveaux cercles. Là, ça va aussi demander beaucoup de coûts, beaucoup de financement par rapport à l'organisation des élections dans ces des centaines de cercles au Mali, et là ça demande beaucoup plus de choses. Donc, et le CNT, c'est Sango l'a dit, qui n'est pas encore, qui est en vacances. S'il faut une session extraordinaire, ça va demander encore plus de temps pour adopter ce projet de découpage de réorganisation territoriale. Je pense qu'il a parlé de financement aussi. Donc nous comprenons vite que nous sommes dans une transition, dans une période où les autorités elles-mêmes demandent au peuple de serrer les ceintures. Donc on comprend vite que au niveau il doit y avoir une tension de trésorerie, bien sûr. Et le pays est confronté à beaucoup de difficultés, tant sécuritaires que dans d'autres domaines. Bien sûr que nous avons des partenaires, mais comme nos autorités aiment le dire, nous avons fait des choix stratégiques qui souvent aussi nous ont fermé certaines portes. Donc tout ça, ça entre en jeu par rapport... Et moi, j'ai écouté aussi toujours le président de l'EJ qui parlait aussi de la carte biométrique. Et moi, je pense souvent, je me demande qu'est-ce que nous voulons enfin et quand est-ce que nous voulons sortir de cette transition. Parce qu'à entendre les sentiers des autorités, on a comme l'impression que nous sommes là pour encore 10 ans. Parce qu'on a tellement de projets gigantesques souvent qui, pour les mettre en œuvre, ce n'est pas facile. Imaginez un peu, le gouvernement a lancé un site... Qui est là pour 10 ans, la transition? On a l'impression que... Est-ce que ça veut dire qu'il se pourrait que les élections, même la présidentielle, n'aient pas lieu en 2024? Moi, j'ose espérer que nous respecterons les chronogrammes électoraux. Je reste dans cette optique-là. Alors, le modèle Mali a également souligné par rapport à la révision des listes électorales une faible affluence concernant la participation des citoyens. Est-ce que là également le rôle des partis politiques n'est pas mis en cause par rapport à cette faible affluence? C'est vrai que nous avons un grand rôle à jouer par rapport à la révision annuelle des listes électorales. Moi, mon parti a été représenté partout où c'était nécessaire.
en vue aussi de l'aspect sécuritaire, je parle en connaissance de cause. Et nous avons été représentés, nos représentants ont remonté les informations au niveau de la direction du parti. On a suivi cette activité de très près, mais comme Dr Sango l'a dit, d'ailleurs je profite de cette occasion pour saluer la modèle Mali qui font un travail très très consistant qui nous permet nous autres aussi de voir avec un aperçu très clair ce qui se passe sur l'étendue du territoire national. Mais nous savons très bien que par rapport à cette révision annuelle des listes électorales, là où on doit beaucoup faire, c'est surtout l'inscription de nouveaux majeurs. On a quand même constaté que dans beaucoup de localités, il n'y a pas eu de nouveaux inscrits. Bon, nous pouvons faire des propositions et participer, aider aussi les autorités à améliorer cela. Mais encore une fois, il faut que, dans le strict respect de la loi électorale, il faut que l'ES joue pleinement son rôle par rapport à ça. Donc d'ici la convocation du collège électoral à venir, il faut, si possible, mais si nous pouvons organiser une révision exceptionnelle des listes électorales pour permettre à l'ES, dont le président parlait tout de suite des fichiers électoraux, aussi de mettre les pieds dans les plats et aussi participer, avoir un œil sur tout ce qui se passe actuellement. Docteur Sango, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette faible affluence-là? Bon, il y a beaucoup de facteurs. Il y a les facteurs sécuritaires. Le facteur sécuritaire est volatile sur l'étendue du territoire. Ensuite, quand on voit même la composition des commissions administratives, c'est les commissions administratives qui sont là et les membres des commissions administratives ne sont pas payés. Et donc, ça pose le problème de professionnalisation même des commissions administratives. Parce que tu trouves que le chef de la commission administrative et le chef émanent de l'État, donc du gouvernement, mais tous les autres, c'est les représentants des partis politiques. Et il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela. Quand on voit le financement des partis politiques, depuis 2018, il n'y a pas d'argent, donc les partis politiques n'ont pas d'argent. Ensuite, les commissions administratives sont statiques. Elles sont dans les chefs-lieux de communes, donc ne bougent pas. Or, pour aller à la mairie vérifier son nom, inscrire les nouveaux majeurs, etc., ça pose des problèmes. Parce que même les nouveaux majeurs, on les trouve dans les écoles. Et on les trouve dans les marchés et la commission administrative ne se déplace pas. Donc, à notre avis, pour pallier à cela, il faut une révision exceptionnelle des listes électorales avant les prochaines élections. Et que l'ES mette en place ces démembrements et puisse superviser cette opération. Parce que la révision annuelle qui a eu lieu du 1er octobre au 31 décembre 2022, on ne peut pas dire qu'avec cette révision, on aura un fichier électoral fiable en République du Mali. Le problème des nouveaux majeurs se pose, le problème des personnes déplacées se pose, donc on a énormément de problèmes avec ce fichier électoral. Donc, si aujourd'hui on veut confectionner les cartes d'électeurs à partir des fichiers, c'est sûr qu'il y aura au moins 40% de potentiels Maliens électeurs qui ne seront pas sur la liste électorale. Et ça pose problème. Et donc la stratégie, c'est au niveau du ministère de l'administration totale, qui a en charge l'établissement des listes électorales. Et la confection, c'est l'ES, mais l'établissement des listes, c'est au niveau du ministère de l'administration qui doit changer de dynamique par rapport à l'établissement des listes électorales. Que les commissions administratives puissent être des commissions mobiles pour aller chercher les électeurs, aller chercher les jeunes, et qu'il y ait assez de sensibilisation, assez de mobilisation pour qu'on comprenne l'importance des fichiers électoraux et qu'on y accorde beaucoup d'importance. Mais même si dans ce genre de système, ils utilisent une stratégie mobile, le jour du scrutin, est-ce qu'on ne risque pas de vivre la même situation, ce faible taux de participation, vu que les gens vont devoir se déplacer pour aller faire le vote? Non, je vous donne un seul exemple. Par exemple, les populations déplacées qui sont en commune 6, au Garbal. Avec la révision annuelle des listes électorales, leurs noms sont toujours envoyés dans leur localité d'origine. Par exemple, ceux qui viennent de Bayangara, ceux qui viennent de Sanga, ceux qui viennent de Tomiya, les listes sont envoyées là-bas. Alors qu'eux, ils ne sont plus là-bas, ils sont déplacés. Donc, pour récupérer cette population déplacée, il faut faire un nouveau recensement avec des commissions administratives mobiles. Aller là-bas pour dire, vous étiez où, maintenant vous êtes là, et donc faire le transfert. Sinon, par les élections, avec les
les élections passées, on a toujours vu que les populations déplacées ne sont pas prises en compte. Parce que leurs cartes d'électeurs sont confectionnées et renvoyées dans leur localité d'origine, alors qu'elles ne sont plus dans cette localité d'origine. Donc cela pose problème. Et ça va influer sur le taux de participation. Maintenant, les jeunes majeurs ne sont pas dans le fichier électoral. Parce qu'en général, quand on voit les universités, les grandes écoles à Bamako, les jeunes majeurs sont là-dedans. Mais ils ne sont pas dans les localités d'origine. Donc il faut chercher ces jeunes majeurs aussi dans les écoles, dans les établissements pour les inscrire. Et ce qui pose problème aussi pour ces élections à venir, quand on voit la loi électorale, on dit la carte d'électeur. Mais quand on voit les décisions du gouvernement, on dit qu'il y aura maintenant une carte d'identité biométrique qui va servir pour les élections à venir. Donc cela va nécessiter encore la relecture de la loi électorale avant même les élections. Parce que si dans la loi électorale on dit c'est les cartes d'électeurs, et le président de l'EJ dit qu'ils vont faire le fichier électoral, faire les cartes d'électeurs, maintenant le gouvernement dit au Mali désormais, les élections c'est sur la base des cartes d'identité biométriques. Donc ça fait deux sons. Et ça va poser problème aussi, à notre avis, par rapport à ces élections de 2023. Réaction de Maître Moustapha Cissé, président de l'EJ, à écouter à nous. La rencontre d'aujourd'hui permettra aussi, Monsieur le ministre, aux membres du collège de l'EJ de prendre connaissance de l'état d'avancement de vos activités dans le cadre de l'organisation du référendum et des élections générales à venir. Elle nous permettra, cette rencontre, également de poser les jalons de fructueux échanges que nous devons conduire avec courtoisie, respect mutuel et responsabilité. Alors, Sékou Niamé Bathily, c'est le 23 janvier, hier, que cette rencontre s'est tenue et on entend Maître Moustapha Cissé dire que cette rencontre permettra aux membres de l'EJ de prendre connaissance de l'état d'avancement de l'organisation des futures élections, notamment le référendum prévu le 19 mars 2023, dans 2 mois. Est-ce que cela renforce votre espoir que vous avez souligné au début du débat par rapport à la tenue toujours des élections aux dates indiquées? Non, là, c'est le bénéfice des luttes que j'ai fait par rapport à ça, mais ça n'a rien à voir. L'intervention de Maître Moustapha n'a rien de racial. Bon. Lui-même, il s'imprègne de la situation en ce moment, à deux mois avant le scrutin. Je me pose la question, quand est-ce qu'il aura le temps nécessaire pour faire face à ce scrutin-là, dans quelles conditions il va amener les membres de l'EJ à procéder à la mise en place de coordination au niveau des régions, démembrement cercles et communes, et faire face aussi à cela. Je me pose d'énormes questions par rapport à ça. Lui-même, il s'est posé beaucoup de questions. Il a aussi évoqué beaucoup de difficultés par rapport à tout ce qu'il a à faire. Donc, il est en train de s'imprégner maintenant. Or, nous sommes en fin janvier actuellement. Nous sommes les 24 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et la rencontre s'est tenue hier? La rencontre s'est tenue hier. Moi, je pense quand même que quelque part, si on fait une bonne lecture de ces interventions, on s'inquiète encore plus par rapport à la tenue à date de ces scrutins-là. Mais est-ce étonnant, vu que les membres ont été... la mise en place a été faite le 10 janvier, comme vous l'avez souligné, Dr Ibrahima Sango? Bon, en fait, ça inquiète. Quand on écoute le président de l'EJ actuellement, ça inquiète. Parce que le président de l'EJ, c'est lui qui doit organiser les élections et c'est lui qui dit qu'il se renseigne sur l'état de préparation des élections. Ça inquiète. Et déjà, quand on voit le processus électoral, il y a des activités à faire avant les élections. Et parmi ces activités, il y a la révision annuelle des listes électorales. L'EJ était totalement absente par rapport à la révision annuelle des listes électorales. Donc le fichier qu'ils vont produire n'est pas fiable. Ça, c'est une question. Ensuite, lui, en tant que président de l'EJ, il dit non, il attend le découpage territorial avant de mettre en place le démembrement. Or, le découpage territorial, si on a là en avril ou bien en mai, c'est 6 mois après, il y a 6 mois après pour mettre en place le démembrement. Donc ça veut dire que ce chronogramme même, non seulement le président de l'EJ n'est pas convaincu du chronogramme donné par le gouvernement, et puis il n'est pas sûr de la fiabilité. Ce qu'on attend de l'EJ, c'est de nous donner un chronogramme réaliste. Aujourd'hui, ce qu'on attend de l'EJ, c'est de dire que le référendum du 19 mars n'aura pas lieu.
Il faut être clair là-dessus. Par rapport à la loi, ça n'aura pas lieu. Si on doit respecter la loi, il n'y aura pas de référendum le 19 mars. Maintenant que le président de l'EJ nous dit cela, le président de l'EJ nous dit à quel moment il va mettre en place le démembrement, à quel moment il y aura des élections. Si le référendum n'est pas possible, parce que les partis politiques sont en train de contester même le référendum, et jusqu'à présent, il n'y a pas de texte de projet de référendum. Il y a un avant-projet, il n'y a pas de projet. Et donc, tout ça, il faut qu'on nous donne un chronogramme clair. Aujourd'hui, il n'y a pas de chronogramme. Le chronogramme qui a été donné pour les 6 grandes élections a été donné justement pour sortir de l'embargo. Sinon, ce n'est pas un chronogramme réaliste. Il faut qu'aujourd'hui, on ait un chronogramme réaliste et un chronogramme réalisable. Et c'est ce qu'on attend du président de l'EJ, au lieu de s'imprégner auprès du ministre de l'administration territoriale des avancées de l'organisation, à notre avis. Et une dernière partie de l'intervention du président de l'EJ, Maître Moustapha Cissé, à suivre. Dans les prochains jours, nous allons mettre en place des cadres de concertation permanents avec l'administration, les partis politiques et la société civile sur toutes les questions de préoccupation en lien avec le processus électoral. Je voudrais vous rassurer et annoncer ici, sans équivoque aucune, que la réussite des prochains échanges doit être une œuvre collective avec toutes les parties prenantes au processus électoral. Mais en vérité, ayant à l'esprit la spécificité même de ce qu'est une élection, notre optimisme à réussir de bonnes élections sera confronté sans nul doute à d'énormes difficultés ou à des difficultés tout court, notamment des difficultés de contrainte de temps, de sécurisation du territoire et d'autres questions en cours de traitement, notamment l'utilisation de la carte d'identité biométrique, le vote des forces de défense et de sécurité et celui des déplacés. Toutes ces questions, Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers invités, font l'objet d'une attention particulière de l'EJ et trouveront les jours prochains les meilleurs mécanismes d'articulation par lesquels nous allons pouvoir les surmonter. Docteur Ibrahima Sangou, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de préparer les Maliens à attendre un nouveau chronogramme électoral à partir des différentes interventions du ministre et du président de l'EJ que vous venez de suivre? Est-ce que c'est une façon de préparer les Maliens à savoir qu'il va y avoir un autre chronogramme, parce que Maître Cissé vient de souligner notamment des difficultés, des contraintes liées au temps, à la sécurisation et d'autres difficultés selon lui-même qui vont poser problème par rapport à l'optimisme qu'il faut avoir concernant la tenue de ces futures élections. Nous l'avons toujours soulevé. Ce chronogramme qui a été donné par le gouvernement en juillet 2022 pour sortir de l'embargo n'est pas un chronogramme réaliste. Il n'appartient pas au gouvernement, suivant la loi électorale qui a été promulguée en juin 2022, de donner un chronogramme électoral. Désormais, au Mali, il appartient à l'EJ, l'autorité indépendante de gestion, qui a en charge la gestion des élections, de donner un chronogramme. Et c'est ce qu'on attend de l'EJ. C'est l'EJ qui doit donner un chronogramme. Ce n'est plus le gouvernement qui doit dire on va exécuter le chronogramme, on va tenir les élections à date, on va faire ci, on va faire ça. Non, ce n'est plus au gouvernement. C'est à l'EJ de nous dire quelles sont les élections qu'on va organiser avant la fin de la transition et quel est le chronogramme qui va être mis en place. Donc aujourd'hui, nous avons recommandé dans notre dernier rapport, c'est cela à l'EJ, de donner très rapidement un chronogramme, de se prononcer sur la faisabilité ou non du référendum de 19 mars. C'est à l'EJ que cela revient. De mettre en place dans les meilleurs délais des développements et de nous dire, par rapport au cadre de concertation, il a dit, c'est l'EJ qui doit animer les cadres de concertation. Aujourd'hui, il n'est plus du domaine du ministre de l'administration territoriale de mettre en place des cadres de concertation, d'appeler les partis politiques, d'appeler la société civile, etc., etc. Il peut le faire dans le cadre du financement public des partis politiques, mettre un cadre de concertation. Mais dans le cadre des élections, aujourd'hui, il appartient à l'EJ, conformément à la loi électorale. L'article 4 de la loi électorale est clair là-dessus. C'est l'EJ qui doit animer les cadres de concertation
avec l'administration, donc avec le ministère de l'administration territoriale, avec les partis politiques, avec la société civile, et c'est ce qu'on attend. Donc pour avoir une vue claire de ce qui sera fait demain, il faut que l'EJ prenne ses missions à bras le corps et ne pas se laisser phagocyter. Est-ce qu'il faut se concentrer sur l'organisation de la présidentielle par rapport à ces prochaines élections? Et pourquoi pas? À l'impossible, nul n'est tenu. Le gouvernement, dès le début, nous avons estimé qu'organiser 5 scrutins en une année, c'est quasiment impossible. Le gouvernement s'est engagé à les faire. Actuellement, les autorités sont butées à beaucoup de difficultés par rapport à ça. Elles-mêmes, les autorités, elles veulent ajouter encore d'autres difficultés encore, parce qu'avec la carte biométrique dont j'entends, moi je rappelle encore que depuis le lancement du site du gouvernement, même les centres de correction ne sont pas accessibles. On voit dans certains commissariats, on nous dit qu'ils ne sont même pas informés de ces projets de cartes biométriques. Donc, et entendre le président de l'EJ dire que les démembrements de l'EJ, l'installation des démembrements de l'EJ sont liés à ces projets de cartes biométriques-là, ça veut dire qu'on n'est pas parti pour sortir. Donc, vaut mieux se concentrer uniquement sur la fin de la transition, l'organisation des élections générales. L'élection de la présidence pour 2024, est-ce que cela est possible rapidement, Dr Ibrahima Sango? Si on veut sortir de la transition, la seule élection présidentielle peut nous permettre de sortir de la transition. Mais on aura manqué les réformes. Et les réformes, cette période transitoire est la mieux déterminée pour faire les réformes. Mais on a perdu 18 mois pour une durée de la transition qui n'a pas été satisfaite. On a pris 24 mois et on n'est pas en train d'aller dans les bonnes directions. Et c'est ça qui peine aujourd'hui. En tant qu'organisation de la société civile, on est peiné par ça. Et on n'a pas pu réussir des réformes. Et même le référendum qui va permettre de faire des réformes majeures, on n'est pas en train de Merci, le respecter. Dr Ibrahima Sango. Et en informant et en continuant à susciter le dialogue, Studio Tamani continuera à jouer son rôle par rapport à l'organisation de ses propres futures élections. Je rappelle que nos invités sur ce plateau, Tessé Kougname Batili, membre du parti RPM, Dr Ibrahima Sango, président de Modèle Mali. Vous avez entendu des réactions du colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, et maître Moustapha Sissé, président de l'EJ. À la régie vidéo et audio, Salim Djouara et Phili Dambélé. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci et bonne soirée.